Tu as un business qui vend des prestations, mais tu ne veux pas les exécuter toi-même. Dans la vidéo précédente de cette série sur les modèles économiques, on a parlé de la mise en relation, qui te permet de créer un lieu de rencontre entre offre et demande. Mais en fonction des cas, de tes clients et de ce que tu souhaites vendre, tu peux vouloir être le seul interlocuteur de tes clients. Dans ce cas, le modèle de sous-traitance est probablement plus adapté pour toi. Tu vends des prestations aux clients directement et tu les fais exécuter en tout ou partie par une personne qui te facture à son tour. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question du modèle de sous-traitance, modèle dont le régime et les implications sont parfois méconnus. Allez, on y va. Comme je le disais juste avant, la sous-traitance, c'est le fait de faire exécuter tout ou partie d'un contrat par un sous-traitant. Vis-à-vis de ton client, c'est toi et uniquement toi qui vends la prestation. C'est donc toi qui en es responsable. Tu es en première ligne. Mais en back-office, ce n'est pas toi qui va l'exécuter, c'est quelqu'un d'autre qui est totalement indépendant par rapport à ta société. Par exemple, tu veux proposer du coaching en entreprise, mais tu ne veux pas devoir embaucher une centaine de coachs pour fournir les prestations, et donc tu préfères faire appel à des coachs indépendants. Mais tu veux garder ta marque, ton pricing et tout ce qui va avec. Dans ce cas-là, tu ne vas pas mettre en place une marketplace de mise en relation, tu vas vendre la prestation directement et sous-traiter le coaching à des coachs indépendants. Autre exemple, tu proposes des prestations de petit bricolage dans toute la France en travaillant avec un réseau de freelances locaux. Tu vas vendre la prestation de bricolage et sous-traiter la mission auprès de freelances. En bref, si tu as le contrôle sur la prestation et son prix et que le client t'achète la prestation à toi et seulement à toi et que tu sous-traites simplement la prestation, alors tu es dans un modèle de sous-traitance. Du point de vue des relations contractuelles, la sous-traitance implique donc l'intervention de 3 personnes et la conclusion d'au moins 2 contrats. D'abord, un contrat principal conclu entre toi et ton client et ensuite un contrat de sous-traitance conclu entre toi et ton sous-traitant. Il n'y a aucune relation contractuelle entre le client et le sous-traitant. Ici, pas de problématique d'encaissement pour compte de tiers, comme dans la mise en relation. C'est beaucoup plus classique. Tu factures ton client, tu as le droit d'encaisser les sommes correspondantes et quand tu sous-traites à un prestataire, il te facture à son tour et tu payes le prix de la prestation sous-traitée. Pas non plus de problématique de fixation du prix, c'est toi qui vends la prestation à ton client. Tu peux fixer le prix que tu veux et maîtriser ta politique commerciale. Tu vas donc pouvoir décider librement du positionnement que tu veux prendre à l'égard de tes clients en termes de prix et de la marge commerciale que tu vas faire par rapport à ce que ton prestataire te facture. En revanche, en termes de trésorerie, de gestion de la TVA et de gestion comptable, ça devient un peu complexe. Là-dessus, Camille t'expliquera tout sur ce que tu dois savoir dans cette vidéo dédiée à ces questions. Quand tu sous-traites à des freelances personnes physiques, par exemple qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont une société unipersonnelle, il faut que tu aies conscience d'un risque, celui de la requalification de tes relations contractuelles avec ton sous-traitant en contrat de travail. C'est-à-dire qu'on va considérer que le freelance ne travaille pas de façon indépendante, mais est en réalité dans une position de salarié vis-à-vis de ta société. Ce qui va déclencher cette requalification, c'est l'existence d'un lien de subordination entre ton sous-traitant et ta société. Un lien de subordination, c'est quoi? C'est le lien qui existe lorsque le travail est réalisé sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. À partir de là, on va apprécier au cas par cas les éléments de fait qui indiquent ou pas l'existence d'un lien de subordination. Par exemple, le fait d'imposer au prestataire des horaires ou des jours de repos peut être un indice du lien de subordination. Alors c'est normal d'imposer un délai ou une date de remise d'un livrable, par exemple, à un prestataire, mais pour être considéré comme indépendant, il doit rester totalement libre dans la façon dont il s'organise pour tenir ces délais. Si ton prestataire ne travaille que pour toi et pas pour d'autres clients, ou au pire, s'il travaille pour toi en tant que freelance sur une mission pour laquelle il était auparavant salarié de ta boîte, ça peut indiquer un lien de subordination. Idem, si tu lui proposes de porter des vêtements avec le logo de ton entreprise, que tu lui donnes une adresse email avec le nom de domaine de ta société, ou encore que tu le fais travailler dans tes locaux avec du matériel que tu lui fournis, etc., etc. Là aussi, on a un indice
d'une relation salariée. Je t'ai donné quelques exemples, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais tu as compris l'esprit. On va apprécier au cas par cas comment tu fonctionnes en pratique dans ta relation avec ton freelance pour apprécier s'il y a un lien de subordination vis-à-vis de ta société ou s'il est vraiment indépendant. La requalification intervient généralement dans une situation de conflit entre les parties, c'est-à-dire lorsque la relation avec ton sous-traitant est rompue. Dès lors, puisque le contrat de prestation de service est requalifié en contrat de travail, la rupture du contrat de sous-traitance est à son tour requalifiée en licenciement. Or, les conditions légales et notamment la procédure de licenciement n'auront évidemment pas été respectées. Quelles sont les conséquences? D'abord, la fin de la relation contractuelle pourrait être considérée comme abusive et ouvrira droit au paiement d'indemnités pour ton freelance. Tu pourrais également avoir à payer d'autres condamnations liées à la relation de travail, par exemple des congés de payés ou des heures supplémentaires, sans parler des risques de redressement par l'URSSAF sur les cotisations sociales qui n'auront pas été payées et des risques de condamnation de travail dissimulée puisque, évidemment, ton salarié n'était pas déclaré. Logique, toi, tu pensais qu'il était indépendant. Pour limiter ce risque, on te conseille notamment 1. De t'assurer que le prestataire a sa propre entité juridique de prestation de service, de le laisser décider seul de ses disponibilités pour accepter des missions quand il prend une mission, de le laisser complètement libre dans l'organisation de son travail, tant qu'il respecte les délais de fourniture des prestations, de ne pas lui imposer des vêtements ou du matériel et de l'inciter à diversifier sa clientèle. Bref, de le traiter effectivement comme un indépendant et pas comme un salarié. Quand tu es dans le modèle de sous-traitance, tu peux être soumis à une loi, celle du 31 décembre 1975. C'est la loi dédiée à la sous-traitance qui impose des obligations spécifiques et notamment le fait de devoir demander l'accord du client pour sous-traiter la prestation. Attention, cette loi ne s'applique pas toujours. Le plus important à savoir, c'est qu'elle ne s'applique pas dans le cas d'une prestation standard, sans personnalisation. Par exemple, du stockage de données dans un cloud. Mais dans le cas d'une prestation personnalisée, par exemple ton client te commande des travaux de rénovation de sa maison, personnalisés selon ses souhaits, et que tu les sous-traites à une entreprise de construction, la loi 75 va s'appliquer. Dans ce cas, le process est un peu plus lourd. D'abord, le client doit donner son accord sur l'identité du sous-traitant et sur sa rémunération. Le but, c'est que le sous-traitant puisse aller demander le paiement de sa prestation directement au client si toi, tu disparais dans la nature. Si tu n'obtiens pas cet agrément de la part de ton client, tu t'exposes à des sanctions. Vis-à-vis de ton client d'abord, toute sous-traitance sans agrément ou réalisée malgré un refus peut donner droit à des dommages et intérêts ou à la fin du contrat entre toi et ton client. Vis-à-vis de ton sous-traitant ensuite, c'est-à-dire le prestataire, toi, tu restes tenu de ce que tu avais convenu avec lui, mais tu ne pourras pas invoquer à son encontre le contrat que vous avez fait ensemble. Concrètement, ça veut dire que si tu as mis des clauses dans ton contrat pour te protéger, par exemple une clause de confidentialité ou une clause de non-concurrence, tu ne pourras pas lui faire appliquer. Deuxième obligation, si la loi de 75 s'applique, c'est que les paiements de toute somme due par ta société au sous-traitant doivent être garantis par une caution personnelle et solidaire que tu auras obtenue auprès d'un établissement bancaire. À défaut, le contrat avec ton sous-traitant sera nul. Et donc ici encore, si tu avais des clauses dedans pour te protéger, elles ne pourront plus s'appliquer si le sous-traitant invoque la nullité du contrat. Même si on voit en pratique que la loi de 75 est peu connue, donc peu invoquée pour l'instant, garde bien en tête ces obligations car elles ont des conséquences importantes. Du point de vue du RGPD, comment ça fonctionne? Tu vas d'abord collecter des données sur tes clients lorsqu'ils s'inscrivent sur ton site ou ta plateforme. C'est toi qui as choisi de collecter ces données, tu en as déterminé les objectifs et les moyens. Tu es donc responsable de traitement sur ces données. Comme tu commences à le savoir, si tu as regardé les autres vidéos de la chaîne, les conséquences principales lorsque tu es responsable de traitement sont les suivantes. C'est à toi de veiller au respect du RGPD dans la mise en œuvre du traitement. Là-dessus, je te renvoie à la vidéo d'Héloïse et tu dois également informer les utilisateurs sur le traitement de leurs données à travers une politique de confidentialité. Pour t'aider à la rédiger, tu peux regarder la vidéo de Solène. Dans un deuxième temps, tu vas transmettre ces données à tes sous-traitants pour qu'ils puissent exécuter la prestation au profit de ton client. Dans la plupart des cas, ils ne traiteront les données qu'en ton nom et pour ton compte. Ils n'auront donc pas le droit de les utiliser dans un autre cadre. Par exemple, tu ne voudras a priori pas qu'ils les utilisent ensuite pour envoyer leur propre prospection commerciale. Au sens du RGPD, ils seront donc tes sous-traitants.
La conséquence est que tu devras veiller à signer avec eux un contrat de sous-traitance des données. Tu as pu entendre le terme DPA pour Data Protection Agreement. Ça peut prendre la forme d'un contrat à part ou plus simplement une clause ou une annexe dans ton contrat avec ton sous-traitant qui précise comment il va traiter les données, ce qu'il aura le droit de faire ou de ne pas faire, comment il devra les sécuriser, etc. Le contenu est imposé par le RGPD, c'est donc un acte assez standard et qui est devenu très usuel aujourd'hui. L'avantage principal du modèle de sous-traitance, c'est que tu vas complètement maîtriser le service que tu vends à tes clients. Tu es complètement libre sur les prix que tu veux pratiquer, sur ta politique commerciale, sur le niveau de qualité de service que tu veux vendre. Ça peut rassurer certains clients qui vont préférer ce modèle précisément pour la responsabilité que tu prends vis-à-vis de la prestation réalisée. Et ça peut être plus attractif pour certains clients qui ne veulent référencer que toi et pas des dizaines de freelances. Je pense notamment aux grands comptes, dont le processus de référencement de chacun des fournisseurs peut être lourd et complexe. Enfin, tu n'as pas de problématique d'encaissement pour compte de tiers en sous-traitance et donc pas besoin de recourir à un prestataire de paiement tiers pour gérer les porte-monnaies électroniques. Du côté des inconvénients, on a tout d'abord la responsabilité, plus importante que dans un modèle de mise en relation. C'est toi qui es responsable de l'exécution de la prestation, même si ce n'est pas toi qui la réalise en pratique. Mais je te rassure, il y a des moyens pour limiter cette responsabilité. Tu peux notamment insérer dans tes conditions générales une clause qui va limiter le montant des dommages et intérêts que tu pourrais avoir à payer en cas de mauvaise exécution de la prestation. Attention, ces clauses sont maniées avec beaucoup de précautions. Il y a des exigences légales à prendre en compte pour qu'elles soient valables. Le mieux, c'est de faire appel à un avocat. Autre inconvénient de la sous-traitance, c'est que si la prestation que tu veux fournir est soumise à un statut réglementé, tu vas devoir obtenir ce statut, puisque c'est toi qui vas vendre la prestation à ton client. Enfin, ta gestion financière et comptable pourrait être un peu plus complexe. En termes de trésorerie notamment, il faut s'assurer que le paiement de ton client intervienne avant que tu n'aies toi-même à payer ton sous-traitant. Sinon, tu vas devoir sortir de l'argent que tu n'auras peut-être pas encore. La vidéo de Camille va te donner des informations complémentaires à ce sujet. En conclusion, le modèle de sous-traitance est adapté quand tu veux proposer une offre unifiée à tes clients tout en faisant exécuter la prestation par un tiers. Certes, il est plus long en termes de responsabilité, mais il y a des moyens de limiter ce risque. Il est peut-être plus complexe à mettre en place et à gérer qu'un modèle de mise en relation, mais il te permet de complètement maîtriser ta relation avec ton client. Il t'offre donc une meilleure vision et un meilleur contrôle sur ton offre et ton business de manière générale. Il te permet d'augmenter donc la qualité de ton service. Ces éléments peuvent notamment te donner un avantage concurrentiel sur les plateformes de mise en relation. En pratique, c'est souvent un modèle qu'on conseille d'adopter dans un deuxième temps. C'est plus simple de se lancer sur un modèle de mise en relation parce que c'est plus léger à mettre en place et moins risqué. Et quand la boîte a un peu grandi, qu'elle a les épaules plus solides, elle peut passer sur un modèle de sous-traitance pour augmenter la qualité de son service. On voit aussi certaines boîtes qui adoptent deux modèles en fonction de leurs clients. Elles ont un modèle de mise en relation pour la plupart des clients, pour limiter leurs responsabilités. Mais pour les clients grands comptes notamment, elles prennent un modèle de sous-traitance. C'est tout à fait possible de faire coexister ces deux modèles en parallèle. Mais attention, il faut être très clair sur l'application de chacun via des contrats que tu auras avec tes utilisateurs et surtout sur la gestion des flux financiers. Puisque chaque modèle implique des flux financiers, une fiscalité et une gestion comptable différentes. On t'a justement préparé une vidéo de cette série qui va t'expliquer tout ça pour que tu aies absolument tous les éléments en tête et que tu puisses construire ton modèle de la façon plus adaptée par rapport aux objectifs que tu souhaites atteindre. Et on espère que ça t'aidera. Si tu as encore des questions pour t'aider à construire ton modèle économique, prends une session de mentoring et on le fera avec toi. À bientôt pour d'autres vidéos et au fait, abonne-toi à la chaîne. Allez, salut!